Bonsoir, mesdames, messieurs. Goedenavond, dames en heren. Au nom de Passaporta, je vous souhaite la bienvenue. Van harte welkom. Je vous remercie d'être venus si nombreux toute cette journée et encore ici pour ce moment de clôture du Passaporta Festival. Pendant tout un week-end, grâce à vous et à plus de 100 auteurs belges et internationaux, Bruxelles a vécu au rythme de la littérature. Nous espérons que vous avez fait le plein de rencontres, d'échanges et de découvertes. Pour clore cette 6e édition, nous avons l'immense honneur d'accueillir Annie Ernaux, figure incontournable et ô combien indispensable de la littérature contemporaine. Son œuvre, essentiellement autobiographique, fait partie de celles qui touchent tant l'esprit que le cœur et qui nous accompagnent longtemps. Son dernier livre, Mémoire de fille, raconte avec une neutralité apparente et une lucidité sans faille le premier amour, les premiers pas dans la sexualité d'Annie Duchesne, celle qui deviendra plus tard Annie Ernaux. Vous l'entendrez dans les extraits que Virginie Efira a accepté, avec beaucoup de confiance, de nous lire aujourd'hui. Malgré la douleur et le désenchantement, Mémoire de fille n'est pas un procès, ni celui de la jeune fille, ni celui de l'objet de son désir. Il s'agit d'une description de la honte, de la maladresse, du désir de l'amour. Une description fine et subtile, définitive et capitale dans l'œuvre d'Annie Ernaux. Dit boek, Mémoire de fille, verscheen speciaal voor het festival in het Nederlands, als meisjesherinneringen, bij de Arbeiderspers. Fragmenten uit de mooie en subtiel Nederlands vertaling van Rokus of Steed worden geprojecteerd tijdens de lezing door Virginie Efira. Après la lecture, Annie Ernaux sera interviewée par Isaline Parisis, critique littéraire pour le Focus et le Vive l'Express. Mais avant ça, place à Virginie Efira. Actrice belge, elle a débuté sur le petit écran en tant qu'animatrice. Elle perce au cinéma avec L'amour, c'est mieux à deux et 20 ans d'écart, puis explose véritablement en 2016 avec Victoria, drame présenté à Cannes. C'est avec la réalisatrice Danielle Arbide qu'elle a préparé la lecture que vous entendrez ce soir. Je l'en remercie et vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir. Il y a des êtres qui sont submergés par la réalité des autres. Leur façon de parler, de croiser les jambes, d'allumer une cigarette, englués dans la présence des autres. Un jour, plutôt une nuit, ils sont emportés dans le désir et la volonté d'un seul autre. Ce qu'ils pensaient être s'évanouit. Ils se dissolvent et regardent le reflet agir, obéir, emportés dans le cours inconnu des choses. Ils sont toujours en retard sur la volonté de l'autre. Elle a toujours un temps d'avance. Ils ne la rattrapent jamais. Ni soumission, ni consentement, seulement l'effarement du réel qui fait tout juste se dire « Qu'est-ce qui m'arrive ? Ou c'est à moi que ça arrive ?» Sauf qu'il n'y a plus de moi en cette circonstance, où ce n'est plus le même déjà. Il n'y a plus que l'autre, maître de la situation, des gestes, du moment qui suit, qu'il est le seul à connaître. Puis l'autre s'en va. Vous avez cessé de lui plaire, il ne vous trouve plus d'intérêt. Il vous abandonne avec le réel, par exemple une culotte souillée. Il ne s'occupe plus que de son temps à lui. Vous êtes seul, avec votre habitude déjà d'obéir. Seul dans un temps sans maître. D'autres ont beau jeu alors de vous circonvenir, de se précipiter dans votre vide. Vous ne leur refusez rien, vous les sentez à peine. Vous attendez le maître, qu'il vous fasse la grâce de vous toucher au moins une fois. Il le fait, une nuit.
avec les pleins pouvoirs sur vous que tout votre être a supplié. Le lendemain, il n'est plus là. Peu importe. L'espérance de le retrouver est devenue votre raison de vivre, de vous habiller, de vous cultiver, de réussir vos examens. Il reviendra et vous serez digne de lui, plus même. Vous l'éblouirez de votre différence en beauté, savoir, assurance, avec l'être indistinct que vous étiez auparavant. Tout ce que vous faites est pour le maître que vous vous êtes donné en secret. Mais sans vous en rendre compte, en travaillant à votre propre valeur, vous vous éloignez inexorablement de lui. Vous mesurez votre folie. Vous ne voulez plus le revoir, jamais. Vous vous jurez d'oublier tout et de ne jamais en parler à personne. Il n'y a aucune photo d'elle l'été 1958. Pas même une de son anniversaire, c'est 18 ans qu'elle a fêté là, à la colonie. La plus jeune de tous les moniteurs et monitrices. Son anniversaire qui tombait pour elle un jour de congé, si bien qu'elle avait eu le temps d'acheter en ville l'après-midi des bouteilles de mousseux, des boudoirs et des chamonix oranges, mais il n'avait été qu'une poignée être passée dans sa chambre boire un verre et grignoter, s'éclipsant vite. Peut-être déjà devenue infréquentable, ou seulement inintéressante parce qu'elle n'avait apporté à la colonie ni disque, ni électrophone. De tous ceux qui l'ont côtoyée cet été 1958 à la colonie de S, dans l'Orne, est-ce qu'il y en a qui se souviennent d'elle, cette fille ? Sans doute personne. Ils l'ont oubliée, comme ils se sont oubliés les uns les autres, tous dispersés à la fin septembre, retournés dans leur lycée, leur école normale d'instituteurs, d'infirmières, leur centre d'éducation sportive, ou sommés de rejoindre le contingent en Algérie. Satisfaits, la plupart, d'avoir passé des vacances pécuniairement et moralement rentables à s'occuper d'enfants. Mais elle, sans doute oubliée plus vite que les autres, comme une anomalie, une infraction bon sens, un désordre, quelque chose de risible dont il serait ridicule de s'encombrer la mémoire, absente de leurs souvenirs de l'été 58, réduit peut-être aujourd'hui à des silhouettes floues dans des lieux vagues, à ce combat de nègres dans une cave pendant la nuit qui constituait avec relâche leur blague favorite. Disparu de la conscience des autres, de toutes ces consciences imbriquées en ce lieu précis du département de l'Orne, en cet été précis. Ces autres qui évaluaient les actes, les comportements, la séduction des corps, de son corps à elle, qui la jugeaient ou la rejetaient, haussaient les épaules ou levaient les yeux au ciel à l'énoncé de son prénom à elle, à propos duquel l'un d'entre eux était faraud d'avoir trouvé le jeu de mots « Annie, qu'est-ce que ton corps dit ?» Annie Cordy, haha. Définitivement oublié des autres, fondu dans la société française ou ailleurs dans le monde, marié, divorcé, solitaire, grands-parents retraités aux cheveux gris ou teints, irreconnaissable. J'ai voulu l'oublier aussi, cette fille. L'oublier vraiment. C'est-à-dire ne plus avoir envie d'écrire sur elle, ne plus penser que je dois écrire sur elle, son désir, sa folie, son idiotie et son orgueil, sa faim et son sans-tari. Je n'y suis jamais parvenue. Toujours des phrases dans mon journal, des allusions à la fille de S, la fille de 58. Depuis 20 ans, je note 58 dans mes projets de livres. C'est le texte toujours manquant, toujours remis, le trou inqualifiable. Même sans photo, je la vois, Annie Duchesne, quand elle débarque à S, du train de Rouen en début d'après-midi le 14 août. Ses cheveux sont tirés en un chignon vertical à l'arrière de la tête. Elle porte ses lunettes de myope qui lui rapetissent les yeux, mais sans lesquelles elle se meut dans le brouillard. Elle est vêtue d'un 3/4 marine, son manteau Holoden beige d'il y a 2 ans, coupé et teint, d'une jupe droite en tweed épais, retaillée aussi dans une autre, d'un pull marin à rayures, à la main une valise grise, neuve. Il y a 6 ans pour un voyage à Lourdes avec son père et qui n'a jamais resservi depuis. Et un sac en plastique bleu et blanc en forme de seau, acheté la semaine précédente sur le marché d'Yvetot. La pluie qui a battu les vitres du compartiment durant tout le trajet s'est arrêtée. Il y a du soleil. Elle a trop chaud dans son 3/4 en Loden, son épaisse jupe d'hiver. Je vois une provinciale de classe moyenne, grande et robuste, d'apparence studieuse, habillée en fait main, dans des tissus solides et cossus. À côté, je vois la silhouette plus petite, carrée, d'une femme dans la cinquantaine qui présente bien,
tailleur, cheveux permanents et roux, un port de tête autoritaire. Je vois ma mère, son air, mélange d'anxiété, de soupçon et de mécontentement, son air habituel de mère qui veille au grain. Je sais ce que ressent cette fille à ce moment précis. Je connais son désir, le seul qui est en elle, que sa mère déguerpisse et qu'elle reprenne le train en sens inverse. Elle bout de rancune et de honte d'être vue flanquée d'elle, qui, sous le prétexte d'un changement de train à Rouen, a refusé qu'elle voyage toute seule, d'être amenée à la colonie comme une gamine alors qu'elle aura 18 ans dans 15 jours et qu'elle est engagée comme monitrice. Je la vois, je ne l'entends pas. Il n'existe aucun enregistrement de ma voix de 1958. Et la mémoire retranscrit sous une forme muette les paroles qu'on a prononcées soi-même. Impossible de dire si j'avais encore des intonations traînantes des Normands, cet accent dont je devais pourtant me croire débarrassée par comparaison avec tous mes ascendants. Qu'est-ce que je peux dire de cette fille juste avant que le chauffeur de la colonie n'arrête sa voiture devant la gare, qu'elle s'y précipite après avoir embrassé rapidement sa mère pour prévenir sa volonté manifeste de monter aussi, laissant celle-ci décontenancée sur le trottoir, le navrement répandu sur sa figure dépoudrée par le voyage. Ce dont elle va se ficher, comme elle se fichera d'apprendre par la suite que la mère a dû dormir dans un hôtel à Caen, faute de correspondance le soir pour Rouen, pensant certainement que c'était bien fait pour elle, qu'elle n'avait qu'à la laisser aller seule à S. Il y a 3 jours qu'elle est à la colonie. C'est le soir, samedi. Dans les dortoirs, tous les enfants sont couchés. Je la vois comme je l'ai vue ensuite des dizaines de fois, descendant avec sa cothurne les volets de marche. En jean, un pull marine sans manches, des sandales blanches à lanières. Elle a enlevé ses lunettes et défait son chignon. Ses cheveux longs flottent dans son dos. Elle est dans une excitation extrême. C'est sa première surpatte. Je ne sais plus s'il y avait déjà de la musique quand elles sont arrivées dans la cave, située hors du bâtiment central, peut-être sous l'infirmerie ou un autre local. Ni s'il était déjà là, parmi ceux qui s'affairaient autour de l'électrophone à choisir des disques. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été le premier à lui proposer de danser. C'est un rock. Et elle est confuse de danser aussi mal. Possible même qu'elle le lui ait dit pour s'excuser. Elle virevolte à grande enjambée, guidée par sa poigne à lui. Ses sandales font clac-clac sur le ciment de la cave. Elle est troublée parce qu'il ne cesse de la fixer intensément tout en la faisant tourner. Elle n'a jamais été regardée avec des yeux aussi lourds. Lui, c'est H, le moniteur-chef. Il est grand, blond, baraqué, un peu de ventre. Elle ne se demande pas s'il lui plaît, si elle le trouve beau. Il paraît à peine plus âgé que les autres moniteurs, mais pour elle, ce n'est pas un garçon, c'est un homme fait, plus en raison de sa fonction que de son âge. Comme son homologue féminin, la monitrice-chef, elle, il est pour elle du côté de ceux qui dirigent. Le midi même, elle a déjeuné à la même table que lui, intimidée, très gênée parce qu'elle ne savait pas comment faire pour manger proprement la pêche du dessert. Pas une seconde, elle n'a imaginé qu'elle pourrait l'intéresser. Elle est abasourdie. En dansant, il recule vers le mur en continuant de la fixer. La lumière s'éteint. Il la tire violemment contre son torse, écrase sa bouche sur la sienne. Dans le noir, des protestations fusent. Quelqu'un rallume. Elle comprend que c'est lui qui appuie sur le bouton électrique. Elle est incapable de lever les yeux sur lui dans un affolement délicieux. Elle n'en revient pas de ce qui lui arrive. Il chuchote, on sort. Elle dit oui. Ils ne peuvent pas flirter devant les autres. Ils sont dehors, longent les murs de l'aérium enlacés. Il fait froid. Près du réfectoire, devant le parc obscur, il la plaque contre le mur. Il se frotte contre elle. Elle sent son sexe contre son ventre au travers du jean. Et il va trop vite. Elle n'est pas prête pourtant de rapidité, de fougue. Elle ne ressent rien. Elle est subjuguée par ce désir qu'il a d'elle. Un désir d'homme, sans retenue, sauvage, sans rapport avec celui de son flirt lent et précautionneux du printemps. Elle ne demande pas où ils vont. À quel moment a-t-elle compris qu'il l'emmenait dans une chambre? Peut-être l'a-t-il dit. Elle n'est plus dans la chambre de H. À quel moment de ce même dimanche soir, perdue, hagarde, a-t-elle croisé sur son chemin, ou bien a-t-elle rejoint volontairement, la petite troupe des moniteurs, filles et garçons, agrégés par le désir vespéral de faire la fête et de chahuter, en proie peut-être à une vague envie de bizutage en ce début de colonie.
Toujours est-il que je la vois dans le couloir des chambres, protestant parce qu'elle est aveuglée par ses cheveux trempés d'eau. Celle d'un seau balancé, sans doute au cri, devenu ensuite rituel de taillot taillot. On s'esclaffe. Comme ça, tu ressembles à Juliette Gréco. Au travers de ses cheveux mouillés, elle l'aperçoit, H, massif, immobile à la porte de sa chambre, observant et souriant avec une indulgence d'aîné responsable devant des momeries de lycéens. Il me serait facile aujourd'hui de supposer que déjà au courant de tout, le groupe est projeté de me conduire jusqu'à la chambre de H par jeu. Elle commet sa seconde maladresse de la soirée. Elle se détache du groupe, crie son prénom, l'appelle au secours en riant, lui répétant ce qu'on a dit d'elle, qu'elle ressemble à Juliette Gréco. C'est naturel pour elle de chercher refuge auprès de lui à cause de la nuit d'avant, de leur nudité. Elle va pour se jeter dans ses bras. Il les garde le long de son corps. Il continue de sourire sans rien dire. Il se détourne et rentre dans sa chambre. Il pensait sans doute de plus en plus que cette fille était une idiote, qu'elle n'allait pas s'encombrer d'elle, une imbécile qui se prend pour Juliette Gréco. En ce dimanche gris de novembre 2014, je regarde donc la fille qui était moi, regardant lui tourner le dos, devant tous. L'homme avec qui elle a été nue pour la première fois, qui a joui d'elle toute la nuit. Il n'y a pas de pensée en elle. Elle n'est que mémoire de leurs deux corps, de leurs gestes, de ce qui a été accompli, qu'elle l'ait voulu ou non. Elle est dans l'affolement de la perte, dans l'injustifiable de l'abandon. Depuis H, il lui faut un corps d'homme contre elle, des mains, un sexe dressé, l'érection consolatrice. Elle est fière d'être un objet de convoitise et la quantité lui paraît la preuve de sa valeur séductrice. Orgueil de la collection. Attesté par ce souvenir précis, après avoir embrassé dans un champ un étudiant de chimie en vacances à S, me vanter auprès de lui du nombre de flirts que j'ai eus à la colonie. Aucun délai de coquetterie, de remise à plus tard du désir qu'elle a de leur désir. Ils vont droit au but, ils s'y croient autorisés par sa réputation. Ils soulèvent la jupe ou défont la fermeture éclair du jean en même temps qu'ils l'embrassent. 3 minutes entre les cuisses toujours. Elle dit qu'elle ne veut pas, qu'elle est vierge. Aucun orgasme, jamais. Elle passe de l'un à l'autre, ne s'attache à aucun. Pas même à Pierre D, qu'elle a rejoint plusieurs nuits dans le grand dortoir des garçons, dont il assure la surveillance depuis une loge munie d'une petite fenêtre, et qui lui a dit, c'était le premier, « Je t'aime ». Et elle a répondu, « Non, c'est seulement du désir ». « Et si, Annie, c'est vrai, je t'assure ». « Non ». Sensation ici de glorifier ce mois de 1958, dont je ne peux pas dire qu'il est mort puisqu'il m'a submergée en revoyant le 8 février 1999 en cas de malheur, avec Brigitte Bardot, à propos duquel j'écris aussitôt dans mon journal « Stupéfaction de voir combien j'avais la même façon que Bardot de me conduire avec les hommes en 58, les gaffes que je faisais ou le naturel que j'avais, disant à l'un que je vais flirter avec l'autre, sans aucune règle. C'est l'image de moi la plus refoulée. » De revendiquer ce moi un pas vide, dont j'ai pourtant eu ensuite la hantise qu'il reprenne la direction de mon existence et me conduise à ma perte, sans que je puisse définir celle-ci. Mais ce que je retrouve dans l'immersion de cet été-là, c'est un désir immense, informulable, qui renvoie à l'insignifiance, la bonne volonté des filles qui font tout, fellation, etc., avec conscience, les rites sécurisés des sadomaso, la sexualité décomplexée de tous ceux qui ignorent le désespoir de la peau. Il a été écrit, sans minoration, sur la glace du lavabo de ma chambre, en grosses lettres rouges avec mon dentifrice, « Vive les putains !» Formulation qui avait déclenché la rage de ma coturne, une sage qui n'a eu qu'un seul flirt, et suscité de ma part la remarque ironique « C'est le pluriel qui te gêne ?» La fille de 58 ne s'offusque pas. Il me semble même qu'elle s'en amuse, comme d'une agressivité moqueuse usuelle à son égard. Peut-être y voit-elle une preuve supplémentaire de la fausseté de leur jugement. Il y a erreur, elle n'est pas ce qu'ils disent qu'elle est. Cette certitude,
À quoi l'attribuer aujourd'hui? À sa virginité, qu'elle conserve avec détermination? À son brillant parcours scolaire? Sa lecture de Sartre? Plus que tout, à son amour fou pour H, l'archange, comme elle continue de l'appeler, jusque devant Claudine D, qui, le doigt sur la tempe, la traite de complètement siphonnée. À cette espèce d'incorporation de lui en elle qui la tient au-dessus de la honte. Ce n'est pas elle, la honte, j'en suis sûre, qui a fixé le souvenir des mots dentifrice rouge. C'est la fausseté de l'insulte, de leur jugement à eux, de l'inadéquation entre putain et elle. Je ne vois rien dans cette période qui puisse s'appeler honte. Même pas quand, à l'heure du déjeuner, son attention est attirée par les rires des 5 ou 6 moniteurs se bousculant devant le tableau d'affichage près de la salle à manger. Elle s'approche, elle découvre froissée et punaisée à côté des annonces, exposée à la vue de tous, la lettre intime qu'elle écrite la veille à sa grande amie Odile, puis déchirée et jetée avant d'en recommencer une autre. Il l'entoure, s'esclaffe, cite les mots de la lettre. Alors comme ça te rend folle quand je te pose la main sur l'épaule en passant? Elle les traite de salauds, crie qu'ils n'ont pas le droit. Elle demande mais qui a osé faire ça? Ils disent que c'est le cuistot. Il a trouvé la lettre dans la poubelle, il vient de l'afficher. Elle l'arrache du tableau. Elle veut voir le cuistot. Il ne se fait pas prier, sorti hilar de la cuisine, ravi de son initiative qui les plie tous de rire. La fille que je vois sur la première image, tournant comme les autres avec excitation autour du chaudron posé comme sur un réchaud électrique, je l'imagine nouée d'une espérance folle, priant peut-être pour que son heure soit arrivée. Au moment où, lumière éteinte et coup du balai obligeant les danseurs à changer de partenaire, elle se retrouve dans les bras de H, qu'il soulève aussitôt sa robe, passe brutalement sa main dans sa culotte. À ce moment-là juste, ce qui l'envahit, c'est le bonheur fou. Le ravagement inouï d'un geste attendu depuis la première nuit, depuis 3 semaines. Il n'y en a aucun sentiment d'avilissement, aucune place pour rien d'autre que le désir brut, simple, chimiquement pur, aussi forcené que celui du viol, celui d'être dévirginisé et possédé par lui, H. Il lui dit, demande ou ordre, de venir le rejoindre dans sa chambre. Tout va dans le sens de son désir, même, comme elle l'a sans doute calculé, le calendrier Ogino. Tout évolue en connaissance de cause. Nuit choisie contre nuit subie, 3 semaines plus tôt. Sur la deuxième image, je la vois nue sur le lit, les jambes écartées, se retenant de crier sous sa poussée. Quel est le 13e travail d'Hercule? La devinette lui vient peut-être en tête. Il n'y a pas eu de caresse préliminaire, notion inconnue. Il force en vain. Peut-être dit-il à nouveau « je suis trop large » après la fellation qu'elle lui a faite de son plein gré. Je le vois allongé et elle le contemplant, étendu, détendu par le désir. Mot écrit après dans mon journal intime et que, relu 10 ans après, je me souviens avoir taxé de mauvaise littérature. Il n'est pas concerné par son absence de plaisir à elle. Il a dit que les femmes ne jouissent souvent qu'après leur premier accouchement. Elle a dû évoquer la blonde, puisqu'il montre la photo encadrée d'une fille brune, jolie et souriante, posée sur sa table de nuit. Il n'y en a qu'une que j'aime, c'est elle, ma fiancée. Elle est vierge, dit-il. Et aussi qu'il est toujours tombé amoureux des filles qu'il a dépucelées. Elle comprend qu'elle n'est pas une vierge dont il puisse être amoureux, ou alors qu'il est content, tout compte fait, de ne pas être arrivé à la dépuceler. Ça lui est égal. Elle n'est pas humiliée. Il lui dit de retourner dans sa chambre parce qu'il a besoin de dormir, qu'il part tôt. Il promet de venir lui dire au revoir le matin à 6 heures. La nuit du 11 au 12 septembre a duré environ 1h30. Elle ne veut pas se coucher. Elle ne doit pas dormir quand il viendra à l'aube. Elle est seule, sa cothurne est de dortoir. Elle découvre des traces de sang dans le fond de sa culotte. Bonheur indicible. Elle décide que son hymen est déchiré, qu'il l'a défloré, même s'il ne l'a pas pénétré. Le précieux sang, la preuve, le stigmate qu'il faut conserver dans le placard sous les vêtements. L'après-petite nuit commence,
la douce nuit de l'imaginaire. H est, cette fois, réellement son amant de toute éternité. Joie, paix, le don de soi est accompli. Le ciel et la terre passeront, mais cette nuit ne passera pas. Sa nuit pascalienne, mais qui n'en a pas eu, seuls les mots mystiques sont à la hauteur pour ce que ressent la fille de S. C'est dans les romans devenus illisibles des feuilletons féminins des années 50, non chez Colette ou Françoise Sagan, qu'on peut approcher le caractère immense, la portée démesurée de la perte de la virginité, de l'irréversibilité de l'événement. À l'aube, comme il ne vient pas, elle va cogner à sa porte. C'est le silence. Elle pense qu'il dort encore. Elle y retourne plusieurs fois, j'ai oublié le nombre. La dernière, après avoir frappé, elle a essayé d'ouvrir, le verrou était mis. Elle a regardé par le trou de la serrure. Il était juste dans son champ, de dos, en pyjama, en train de s'étirer. Il n'a pas ouvert. Si j'accepte de mettre en doute la fiabilité de la mémoire, même la plus implacable, pour atteindre la réalité passée, il n'en demeure pas moins ceci. C'est dans les effets sur mon corps que j'ai saisi la réalité de ce qui a été vécu à S. Mon sang s'est arrêté de couler dès le mois d'octobre. Malgré sa méconnaissance générale de la reproduction, la fille de 58 en sait assez pour savoir qu'il est impossible qu'elle soit enceinte. Elle a eu ses règles après le départ de H. Mais elle est incapable de concevoir une autre raison. C'est un samedi, fin octobre. Je la vois allongée sur le lit de ses parents, près de la cheminée inutilisée avec un grand cadre de Sainte-Thérèse de Lisieux au-dessus. Le docteur B, le médecin de famille, palpe, écoute de son ventre, sur lequel, au bout du lit, la mère a les yeux rivés. Les acteurs de la scène sont muets, concentrés. Un silence de mort précède le verdict. Cette scène, qui s'est jouée durant des décennies dans des chambres et des cabinets de médecins, a la puissance d'un tableau inaltérable comme celui de l'Angélus de Millet, avec lequel elle se confond, peut-être à cause des têtes penchées du docteur B et de ma mère. Je ne sais pas à quoi pense la fille, peut-être supplie-t-elle la sainte du cadre. Le docteur B relève la tête, soudain loquace, comme s'il tenait à convaincre la mère de l'innocence de sa fille, expliquant que l'aménorrhée, ça s'appelle ainsi, chère madame, est fréquente. Il y a des femmes de prisonniers qui n'ont pas vu leurs règles de toute la guerre. Atmosphère presque joyeuse et soulagement général. Tout ce qui était pensé, mais à aucun moment exprimé, s'évanouit. La tragédie n'a pas eu lieu. La bonne sœur de la Compassion viendra le samedi lui faire une piqûre à son retour du lycée de Rouen. Aucun traitement ne viendra à bout de l'assèchement de mes ovaires durant 2 ans. Ni les comprimés d'Equanil prescrits par un neurologue, ni les gouttes d'iode par un gynécologue, traînés chez des spécialistes par ma mère énervée. Tu ne vas tout de même pas rester comme ça. Ma mère trahissant ses soupçons dans ce chantage ahurissant. Tu n'iras pas au bal de l'école d'agriculture si tes règles ne reviennent pas. Je ne crois pas qu'elle me croyait innocente. D'une façon ou d'une autre, l'absence de règles lui paraissait le signe d'une culpabilité inconnue, liée à la colonie, sa fille punie par où elle avait péché. Ni elle ni moi n'en parlions à personne, comme une tare inavouable. Exclue de la communauté des filles, celle du sang perdu régulièrement chaque mois, dont l'arrêt n'est pas imaginable en dehors d'un malheur ou d'une lointaine ménopause voisine de la mort. Privée de cette visite mensuelle plus ou moins bienvenue, annoncée entre copines d'un Ma tante Rose est arrivée ou les Anglais ont débarqué, j'étais sortie du temps, sans âge. En octobre 1958, Billie Holiday chante au Monterey à Paris. Le 12 novembre à l'Olympia, dans un concert organisé par Franck Thénault et Daniel Philippaki. Elle reste à Paris, au Mars Club, jusqu'à la fin du mois. Elle est dans un état pitoyable, ravagée par l'alcool et la drogue. Le 20 juillet 1958,
Violette Leduc rencontre René Gallet, 35 ans, coffreur dans le bâtiment. C'était mon premier orgasme à 50 ans, celui qui me ramenait irrésistiblement parmi les hommes et les femmes qui jouissent l'un de l'autre, écrit-elle dans La chasse à l'amour. En septembre, elle emmène René à Honfleur et à Étretat. Le 21 octobre, elle écrit à Simone de Beauvoir « René Gallet n'a pas écrit, il n'est pas venu. Ce qui m'avait été donné m'a été repris tout de suite. Je désire mourir. » Elle s'enfonce de plus en plus dans la douleur. Toujours à Simone de Beauvoir, en décembre, « C'est lui que je souhaite, et je souhaite l'impossible. Et je vais abandonner la littérature. » La relation se délite jusqu'à sa fin totale au printemps 1959. Lire ces choses me bouleverse. Comme si la fille de 18 ans, qui remontait le boulevard de l'Isère dans le hurlement de la foire Saint-Romain à l'automne 58, seule et désespérée, les témoins, presque sauvés même, parce que ces femmes, dont elle ignorait alors jusqu'au nom, étaient plongées au même moment dans la déréliction. Étrange douceur de la consolation rétrospective d'un imaginaire qui vient réconforter la mémoire, briser la singularité et la solitude de ce qu'on a vécu par la ressemblance plus ou moins juste avec ce que d'autres ont vécu au même moment. Merci. Merci. Merci Virginie Efira pour la très belle lecture. Merci Passaporta pour ces moments. Merci à vous d'être là. Puis merci Annie Ernaux. Annie Ernaux, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était aussi la première. Le magazine pour lequel je travaille m'avait envoyé vous interviewer à l'occasion de la sortie de Mémoire de fille. C'était le mois de mai, il y a un an. Nous avions convenu avec les éditions Gallimard que je vous retrouverais chez vous à Cergy-Pontoise, ville nouvelle des années 70, construite au nord-ouest de Paris. Je ne connaissais rien de Cergy, si ce n'est qu'Éric Rohmer en montrait dans L'ami de mon ami, un film qui racontait les aventures sentimentales croisées d'un groupe de jeunes gens, dont 2 nageuses. Je ne connaissais rien de Cergy, mais je m'étais construit mentalement une manière de vous y retrouver. Pour moi, cette manière était fluide et facile. Je prendrais le RER, puis je marcherais dans les rues jusqu'à trouver la vôtre. Une grande assurance géographique que je ne peux toujours pas tout à fait m'expliquer à ce jour. Sans doute une envie d'aventure et d'un peu de fiction, car je n'ai aucune représentation de moi dans l'espace. Arrivée à Cergy, je suis donc descendue du train. Devant moi s'étalait un grand plateau mathématique, des rues interchangeables en préfabriqué et un collier de ronds-points. Je n'ai rien reconnu. Les éditions Gallimard m'avaient donné en cas d'urgence un numéro de téléphone. C'était un fixe, ça m'avait impressionné encore davantage, je ne sais pas trop pourquoi. Vous avez décroché, vous m'avez dit « Vous êtes à Cergy-Saint-Christophe, il fallait descendre à Cergy-Préfecture ». 2 choses très étonnantes se faisaient jour pour moi. J'étais en train de parler avec Annie Ernaux et il existait plusieurs Cergy. Vous avez dit « Écoutez, ne bougez surtout pas, je viens vous chercher, vous me reconnaîtrez, j'ai une polo bleue ». Je n'ai rien dit, mais j'ai pensé que je n'aurais sans doute pas besoin du modèle de votre voiture pour vous reconnaître. J'avais avec moi un petit carnet, j'ai noté « Il y a plusieurs arrêts de RER à Cergy-Pontoise. Cette fois, Éric Rohmer ne m'a été d'aucun secours. En face de la poste, il y a du soleil et j'attends la polo bleue d'Annie Ernaux. Ce n'est pas une fiction. » Ce soir, c'était sans doute un peu moins risqué, certainement moins maladroit, et personne ne s'est perdu. Mais je me permets d'associer là le public présent ce soir. Nous savons tout autant notre chance de vous avoir parmi nous. Merci. Merci. Ça marche là ? Oui. Alors,
Annie Ernaux, vous avez fait de votre vie la matière de tous vos livres. En 1990, dans un livre qui s'appelait « Une femme », vous situiez ainsi votre travail d'écrivain. Au-dessous de la littérature, quelque part entre la littérature, la sociologie et l'histoire. Les armoires vides, la honte, l'événement, la femme gelée, la place, passion simple, se perdre, l'occupation, les années. Autant de titres à la croisée de l'autobiographie romanesque et des sciences sociales qui égrènent les événements et les années de la vie d'une femme, née Annie Duchesne à Yvetot en Normandie en 1940, dans un milieu dominé, et qui passera dans le monde des mots et des idées en devenant agrégé de lettres puis écrivain. La honte des origines, le portrait d'un père, la perte d'une mère, la sexualité, l'amour, un avortement, un divorce, les rencontres, les passions qui consument, la maladie, la mort, en un mot, la vie. Non pas ma vie, ni sa vie, ni même une vie, la vie avec ses contenus qui sont les mêmes pour tous, mais que l'on éprouve de façon individuelle, écrivez-vous. Alors, une lecture en public, c'est toujours une expérience assez étonnante. Et je nous sentais tous à l'instant très, très attentifs à écouter Virginie Efira. Et vous étiez à côté de moi, là derrière, au même moment. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander ce qu'il en était pour vous de cette expérience, c'est-à-dire ce texte que vous avez au fond écrit dans la solitude et le secret il y a des mois maintenant, donné en lecture à autant de personnes à la fois au même moment. Cela matérialise tout de même sacrément les choses tout à coup. Ce texte qui vient d'être lu, Annie Ernaux, je me demandais, est-ce que vous vous en sentez l'auteur ? C'est compliqué. Oui, bien sûr. Je m'en sens l'auteur, c'est-à-dire que je sais que personne d'autre aurait pu écrire ce texte. Pas seulement parce qu'il s'agit effectivement d'événements réels qui appartiennent à ma mémoire, qui ne sont absolument pas fictifs, mais aussi parce que les mots, ce sont les mots que j'ai choisis, qui sont venus, et il n'y a pas un mot dont je sache qu'il a été vraiment, vraiment mûri, choisi, et que j'ai passé beaucoup de temps. Donc, je pouvais aussi connaître, j'allais dire, la suite des phrases, presque. Donc, ça veut dire que j'ai eu une fréquentation très longue avec ce texte, que chaque phrase a été pensée, etc. Mais en même temps, c'était devenu autre chose. Il était passé. Il y a un mot que j'aime bien, qui fait peut-être un petit peu mystique, mais je n'en ai pas d'autre. C'est la transsubstantiation, c'est-à-dire le passage d'une substance dans une autre. Alors évidemment, ça a à voir avec la religion catholique, mais quelquefois simplement qui appartient donc à mon enfance et à mon adolescence. Mais disons que les mots peuvent rester indépendamment du contexte premier. Et ce terme de transsubstantiation, ici, se faisait au travers aussi de la belle lecture de Virginie Efira. C'était le passage dans un agrandissement. Et évidemment, je ne peux pas aussi pas me poser la question de savoir comment, évidemment, ces mots sont reçus, même si je ne peux absolument pas le savoir. Mais voilà, il y a une exposition du texte, une exposition, oui, ce terme-là, voilà. Dans Le Vrai Lieu, qui est un très beau livre d'entretien qui est paru il y a quelques années, que vous avez donné à la documentariste Michel Porte, vous disiez « Il y a plein de secrets dans une vie, l'écriture tourne autour, on y entre ou jamais ». J'avais envie de vous demander pourquoi vous aviez attendu aussi longtemps pour pénétrer ce pan de mémoire, en particulier celui de l'été de vos 18 ans. Il y a beaucoup de raisons. Ce texte, effectivement, je crois pouvoir même dire que,
disons que les faits plutôt, les faits de cet été 58 et des mois qui vont suivre, qui sont des mois si lourds pour le corps, avec une transformation, une absence de règles, avec la boulimie dont il est question aussi dans le texte. Donc tout cela formait une sorte de boule très serrée, dont je voulais absolument défaire, explorer, mais j'ai voulu en faire d'abord un roman quand j'avais 22 ans, et c'était tellement épuré, tellement loin, c'était un nouveau roman, nouveau au sens de formel, comme on en écrivait à cette époque-là, que ce texte n'a pas été accepté par les éditeurs. Voilà, première chose. Ensuite, je suis passée vraiment à autre chose, et mon premier livre, c'est Les armoires vides. Là, je suis dans une autre direction d'écriture, beaucoup plus avec une révélation de ma situation sociale, de la domination, etc. Donc ce texte, l'idée de ce texte sur mes 18 ans s'efface, disparaît. Mais ça reviendra, disons, une dizaine d'années, 15 ans plus tard, et deviendra vraiment vraiment le texte, comme vous avez entendu, le texte toujours remis, le texte c'est le trou inqualifiable. Et alors là, cette fois, je me rends compte à quel point c'est de plus en plus difficile d'écrire dessus. Non pas du tout à cause de la mémoire, parce que ça reste, tout est resté vraiment ancré. C'est pas le souvenir, ce n'est pas à cause du souvenir, c'est simplement, je me rends compte que la difficulté, c'est que le monde a changé. Le monde n'est plus du tout le même. Vous avez entendu tout ce qui est sur la virginité. Il est certain qu'au fur et à mesure, 1968 est passé par là, mais pas seulement 68, mais de plus en plus. Ça n'a plus la contraception, l'IVG, etc. Tout cela ont relégué dans un monde antérieur et historiquement passé certaines circonstances, et notamment il n'y a plus le culte, ce culte qui n'était pas un culte en fait, qui était tout simplement, ça serait très très long de discuter là-dessus sur le rôle qu'avait la virginité avant que la contraception existe, bien sûr, parce que ça c'est aussi la paternité, c'est la famille, etc. Bon, donc c'est vraiment un autre monde. Et j'ai une trop grande conscience de l'histoire. Et aussi, c'est pas parce que j'ai vécu une chose en 1958 avec cette intensité et que on est 50 ans plus tard et que les règles du monde ont changé, que la honte ou que la force de ce qui a été vécu a changé. Elle n'a pas changé. Donc, il faut trouver un langage, il faut mettre en situation, retrouver la fille de 58, la réalité de la fille de 58. Et ça, c'est une entreprise d'écriture, et c'était très difficile. Et je crois que je l'ai trouvée en dissociant elle, la fille de 58, et la femme qui écrit au départ en 2013-2014. Cette dissociation-là, elle m'a été permise par le livre précédent, Les Années. Dans Les Années, il n'y a pas de je. Il y a elle, nous, on, etc. Et j'ai pu donc, à un moment, c'est parti de cette façon-là, de dire elle, en parlant de la fille que j'ai été en 1958 et qui s'appelle d'ailleurs pas Annie Ernaux, mais Annie Duchesne. Et c'est donc avec cette objectivation-là, la mise en perspective aussi de ce qu'est la France de 1958,
et non pas du tout en cherchant dans des livres d'histoire, mais avec la mémoire que j'en ai, que j'ai pu écrire ce livre. Alors, dans une entreprise autofictive plus que dans une autre, peut-être le matériel de l'écrivain intrigue. Certains écrivains choisissent de voir par l'imagination. Vous avez toujours préféré revoir par la mémoire. En constatant par exemple que vous vous rappelez de la marque du dentifrice que vous aviez emporté à la colonie cet été-là, vous avez cette remarque « La mémoire est une folle accessoiriste ». On a parfois l'impression, Annie Ernaux, que vous replongez dans certains moments de votre vie comme on passerait d'une pièce à l'autre d'un appartement. Comment vous expliquez cette plasticité, cet accès au passé ? Alors ça, c'est très difficile d'expliquer pourquoi ma mémoire, et je constate aussi que ça ne m'est pas personnel, mais que la mémoire est matérielle. Qu'est-ce que j'entends par là matériel ? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose un objet, ou une chanson, ou quelque chose qui vraiment existe hors de soi et qui va, la couleur d'une robe, voilà, il y a quelque chose qui va, autour duquel va s'agglutiner le souvenir et la mémoire. Et c'est pour ça que je dis que la mémoire est une folle accessoiriste, c'est-à-dire qu'il y a plein, comme un magasin d'accessoires, et notamment, donc effectivement, mais pourquoi ce dentifrice émail diamant rouge ? Il est certain que je ne m'en serais certainement pas souvenu si des garçons ne s'étaient pas servis du tube de dentifrice pour écrire sur la glace « Vive les putains ». Donc voilà, et ce qui est important, c'est pas le dentifrice rouge évidemment, mais c'est ce qu'il y a d'écrit sur la glace, bien entendu. Et tout cela évidemment fait partie. Par exemple, il y a dans cette image, parce que c'est une image pour moi, c'est donc une image de mémoire, et c'est pas seulement une image personnelle, c'est qu'elle reflète ça reflète le comportement, un comportement masculin par rapport à des filles. Et donc ici, la fille de 58, c'est-à-dire que là, il y a plein de choses. C'est-à-dire que dans le livre, il y a cette hégémonie masculine qui est une totale évidence à cette époque-là. Alors maintenant, c'est moins une évidence, mais c'est une réalité encore. Voilà, il y a par exemple, des filles sont harcelées sur Internet parce qu'elles se sont comportées d'une façon qui a déplu à tel ou tel. Et je cite aussi un film qui a été un film, je crois, chilien, mexicain, Después de Lucia, où il est question comme ça d'une fille dont tous les autres filles vont se moquer, ce qui est d'ailleurs le cas à la colonie pour la fille de 58. Donc c'est évidemment, dans ce livre, il y a, si ça s'appelle Mémoire de fille, c'est quelque chose qui concerne évidemment la situation des filles, c'est des femmes, sans aucune... simplement, ça n'est pas un livre, comme on peut dire, militant, ça n'a rien à voir, c'est simplement l'analyse, l'exploration de quelque chose qui ne peut effectivement arriver qu'aux filles. Voilà. Alors, autant vous parlez du déballage des souvenirs comme d'une expérience dont on peut jouir, autant vous parlez de la recherche d'une forme à donner à ces souvenirs-là, donc de la mise en littérature comme d'une douleur. À plusieurs moments dans le livre, on vous sent gagné par une forme de profonde torpeur, de vague découragement. Le romancier disait, Marcel Proust doit vaincre son livre comme un obstacle, le construire comme une église, le supporter comme une fatigue. Est-ce qu'il vous arrive de redouter la facilité en tant qu'écrivain ? Je n'ai pas de facilité. C'est déjà donc quelque chose qui va... Non, je ne redoute absolument pas la facilité dans la mesure où d'emblée en écrivant,
si vous voulez, dès le moment où que j'ai l'idée d'un livre, je sais que c'est quelque chose de difficile. Je sais que si je me laissais aller, ça ne serait pas un livre. Je veux dire, ou alors, bon, ce serait, comme je dis, du déballage. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, ce n'est pas ça. C'est simplement que j'ai beaucoup d'obstacles, effectivement, à vaincre successivement. Alors, bon, de ces obstacles, quand c'est terminé, je les oublie. Mais lorsque je les vis, c'est quelquefois effectivement très angoissant, même douloureux, parce qu'il y a des blocages, c'est ce que j'appelle mes blocages. D'un seul coup, je me dis, mais non, ça va pas, voilà. Et il faut que, alors très souvent, ce qui se passe, c'est que je relis ce qui a précédé, et alors, je me dis, mais oui, mais ça va bien, c'est ça. Alors pourquoi je ne peux pas continuer? Et donc, c'est qu'un autre problème se pose, etc. Et j'avance comme ça, en fait, voilà. Sauf quand quelque chose est bien calé. Je pense le livre précédent, Les années, j'ai mis beaucoup d'années justement avant de construire ce texte, mais à un moment, il y a eu comme ça, ça s'est éclairci, c'est-à-dire qu'il y a eu les photos et puis tout ce qui était la société, en fait. Et puis les repas de famille. Donc il y avait cette scansion à l'intérieur des années qui faisait que, mais tout au long de ce livre, excusez-moi de parler de ce livre des années, mais c'est parce qu'on parle d'écriture en fait là, c'était que je me disais, mais ce livre, il n'est pas lisible. Moi, oui, je le lis, moi je vois, mais non, mais les gens vont rien comprendre quand je dis il, nous, et il n'y a pas de personnage. Alors il n'y a pas de personnage, alors il n'y a rien, quoi. Donc je me disais, et je continuais quand même. Et c'est là où je me dis qu'effectivement, donc il y a cette sorte de certitude intérieure, quoi, qui fait qu'on continue. Voilà. Alors, il y a dans Mémoire de fille un premier degré de lecture qui tient beaucoup à l'attachement du lecteur à la fille de S, aussi plus globalement au plaisir de la narration, voire, pour le dire vite, à la curiosité de savoir ce qu'il va advenir de l'héroïne. Un premier degré de lecture, je dirais, tourné vers l'inconnu, vers l'avenir. Mais dans ce livre, il ne s'agit pas seulement de se laisser porter par le plaisir galopant de l'histoire, il y a aussi tous ces passages où vous extrayez assez explicitement de la narration pour la surplomber. Vous parlez de vos intentions, de vos échecs, justement, des surprises du récit. Vous tentez de définir ce récit dans le même temps qu'il s'écrit, en fait. Vous ne cessez d'exposer au lecteur votre laboratoire romanesque. À cet égard, Mémoire de fille, comme j'ai l'impression la plupart de vos livres, est autant un roman d'apprentissage qu'un essai sur l'écriture de soi. Avez-vous besoin de remettre la littérature sur le métier à chacun de vos livres, Annie Ernaux ? Oui, absolument. Alors, vous me permettez de dire que ce n'est pas un roman. Voilà, je ne me situe pas dans le roman parce que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est effectivement mon matériau et mon moyen de connaissance, c'est la mémoire. Mais oui, chaque livre, effectivement, pose la question de l'écriture. Comment l'écrire ? Et ce sont jamais les mêmes problèmes, jamais. Et ici, il y avait effectivement, voilà, les problèmes venaient un peu au fur et à mesure. Et j'ai besoin c'est effectivement un livre sur l'écriture aussi, sur la difficulté. Et là, par exemple, il y avait une difficulté au début, notamment au début, c'est que celui dont je vais parler, H, mais aussi les moniteurs, même si ça fait beaucoup de temps, ils sont théoriquement toujours vivants. Voilà. Et en plus, je suis allée voir, évidemment,
voilà, c'est comme ça que ça se passe, l'écriture. Maintenant, il y a Internet, donc je suis allée voir sur Internet. Voilà, et de voir ce que je lis sur Internet, ça bouleverse l'écriture. Voilà, c'est l'intrusion du présent dans quelque chose qui est tellement passé. Mais l'écriture, c'est au présent. Donc, il y a de tout cela, j'ai envie de parler, par exemple. Et puis, à la fin, de dire, voilà, au fond, qu'est-ce que j'ai écrit là je ne sais plus à quoi ressemble ce livre, et c'est vrai, voilà. Donc, je l'écris aussi, oui. Vous vous êtes souvent exprimé sur le fait que vous n'aviez pas le sentiment spécifique d'être une femme en écrivant, qu'il y avait quelque chose de parfaitement révoltant à être systématiquement renvoyée à son identité de femme. Vous avez dit « Je ne suis pas une femme qui écrit, je suis quelqu'un qui écrit ». En l'occurrence, votre livre ne s'appelle pas « Mémoire », mais « Mémoire de fille ». Et il me semble que l'être femme en est un thème crucial. C'est un roman intime, mais aussi social, vous en avez parlé. C'est un roman sur ce qu'est de perdre, ou pas d'ailleurs, sa virginité dans un rapport de domination et de violence d'un sexe sur l'autre. Dans l'événement, qui est ce texte dans lequel vous parlez de l'avortement, que vous avez subi, l'avortement clandestin à l'époque, en 1964, vous disiez « Et si je ne vais pas au bout de la relation de cette expérience, je contribue à obscurcir la réalité des femmes et je me range du côté de la domination masculine du monde. » Il y avait une même intention politique dans ce texte-ci? Il y avait une intention beaucoup plus politique dans l'événement, bien sûr. Hein. Et d'ailleurs, je crois que ça demeure d'actualité, puisque si on veut revenir sur l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, qui est donc admise maintenant en France depuis 1975, il est certain qu'on condamne les femmes à revivre ce que je décris dans l'événement. Et c'est certainement qu'il y avait un côté beaucoup plus factuel presque dans l'événement, d'entrer vraiment dans les détails. C'est plus compliqué, Mémoire de fille, hein, parce que ça se joue à plusieurs niveaux. Comme vous venez d'entendre la lecture, c'est quelque chose n'a pas été lu, qui est en fait cette première nuit avec H, qui est d'une extrême violence, hein, et vous avez ensuite la passion, c'est-à-dire de tomber amoureuse de cet homme, bref. Et donc, il y a la honte, pas la honte en 58, mais la honte l'année suivante d'avoir été justement, d'avoir trouvé une fierté, d'avoir été objet sexuel. Voilà. Donc, il y a tout cela, c'est beaucoup plus... Je crois qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus forcément complexe dans Mémoire de fille, voilà, mais qui touche là cette fois. C'est pareil que dans l'événement, bien entendu, ça touche la domination masculine, hein, quand même. Oui. Alors c'est très frappant parce que la fille de S est, on vient de le dire, subjuguée par le désir que son amant a d'elle, son désir à lui, à tel point qu'elle abdique toute volonté propre. Elle est, comme vous dites, entièrement dans la sienne. Elle est dans l'obéissance à ce qui arrive. Donc elle n'est pas vraiment un sujet. Ce livre, je l'ai aussi lu comme un formidable appel à l'écriture, parce qu'il montre combien à l'époque vous êtes au fond démunis, séparés du monde, inaptes à interpréter les signes qu'il vous renvoie, et combien l'écriture va peu à peu se dessiner à votre horizon. Comme le dit Proust, de nouveau, c'est quand même un auteur qu'on a envie de citer beaucoup par rapport à ce livre, mais un artiste, c'est quand même cet être qui décide à un moment donné, ou qui a plutôt besoin d'éclaircir par une forme qui va donner du sens. Il y a cette très belle scène dans le livre. Vous êtes à Londres, vous êtes devenue jeune fille au pair. On est, je pense, 2 ans après 58. C'est un dimanche de la fin d'été. Vous êtes assise sur un banc dans un jardin public de Londres. Il fait très beau et puis vous commencez un roman et vous parlez d'un geste inaugural. Qu'est-ce qui se passe pour vous à ce moment-là ? Alors c'est très difficile. Je pourrais évidemment faire de la fiction autour de cela.
Je ne sais pas comment, par quel... je ne vois pas une sorte de travail préparatoire. Je ne revois que ce geste inaugural, c'est-à-dire d'être partie seule avec des feuilles et un crayon et de savoir et d'avoir. Et la première phrase dont je me souviens toujours. Mais je ne sais pas comment est né vraiment ce désir au cours de ce temps vide qu'a été pour moi les mois au pair en Angleterre, où je fais du ménage le matin, vraiment du ménage, hein, pas de la garde d'enfants, non, du ménage, de nettoyer les WC, etc. Bon. Et puis, je suis libre l'après-midi. Je suis vraiment libre l'après-midi, le soir. Il y a une fille que j'ai connue au lycée qui est en même temps que moi à Londres, donc on se voit mais pas tout le temps, et dans ce vide je lis énormément et je pense que peu à peu se forme l'idée que c'est quelque chose que je vais faire, que je dois faire. C'est quelque chose qui devient désirable. C'est un désir. C'est un désir et qui demande d'être accompli. Et donc je me vois commençant et je sais que là, mais à partir de là, je sais que je n'ai qu'une envie, c'est écrire. Et je vais rentrer à la fac, je veux faire une licence de lettres, mais c'est pour rester dans la littérature. C'est vraiment quelque chose qui se focalise, une focalisation, et donc effectivement, à un moment donné, quelque chose prend sens, effectivement. Je dois dire que pendant des mois, ma vie avait perdu tout sens, et c'est très dur à 18 ans, 19 ans. C'est quelque chose c'est-à-dire quand à 18 ou 19 ans, on n'a pas le goût de l'avenir, que l'avenir fait même ni peur ni rien, c'est qu'on est ballotté par quelque chose qu'on n'a pas envie d'entrer dans l'avenir. Donc c'est très dur à vivre, et que d'un seul coup il y ait ce désir qui soit... Je ne vois pas les étapes de ce désir. Je sais que je lis beaucoup, énormément, mais je ne vois pas les étapes, mais je sais que je commence d'écrire dans ce jardin public des environs de Londres, puisque j'étais à Finchley, et ensuite ça ne me lâche plus. Dans l'événement, toujours, vous écriviez car par-delà toutes les raisons sociales et psychologiques que je peux trouver à ce que j'ai vécu, il en est une dont je suis plus sûre que tout. Les choses me sont arrivées pour que j'en rende compte. Je me demandais si avoir l'écriture pour horizon vous a fait davantage prendre de risques, davantage aller plus au front. Est-ce que vous êtes allé plus au bout de l'horreur et de la beauté, en fait, en somme? Est-ce qu'un écrivain est forcément plus téméraire et moins parcimonieux avec l'existence? Dans mon cas, je ne pense pas. Je crois qu'il y a eu d'abord le danger, la mise en danger avant de penser à l'écrire. Mais non, je n'ai pas du tout ce sentiment-là. Non. Si j'ai eu on peut prendre un livre comme Passion simple. Au moment où je commence cette histoire avec ce Russe, je sais que je vais pas écrire, quoi. Donc ça va être des mois où je n'écrirai pas. Je vais me livrer entièrement, et d'ailleurs c'est au début, voilà, j'hésite, et presque, enfin voilà, je ne prends pas des risques pour écrire, hein. Je peux vous dire que, bon, bien sûr, cet avortement, je m'en serais bien passée, hein. Par exemple, l'avortement clandestin, c'est sûr que c'était pas du tout dans le désir d'écrire quelque chose ensuite. Voilà, non, pas du tout. Je crois pas cela. Alors, en revanche, il y a dans l'écriture
la mise en danger, c'est plutôt dans l'écriture que je la mets. Mais cette mise en danger, c'est pas seulement d'écrire des choses, je veux dire, qui étonneraient, qui scandaliseraient, etc. La mise en danger, c'est toujours la forme d'écriture, bien sûr, hein, c'est ça, oui, oui, oui. Oui. Écrire la vie, c'est évidemment engager un rapport à la littérature qui précisément engage la vérité, le jugement, la honte par rapport à soi, mais aussi aux autres. Roland Barthes avait cette célèbre recommandation aux écrivains ou aux artistes, je ne sais plus exactement, il disait « Donnez l'intime, pas le privé ». Comment la comprenez-vous et est-ce qu'il vous est arrivé de vous sentir dépossédée ? Non, je ne me sens pas dépossédée. Justement, je ne donne pas le privé. Je n'ai pas l'impression de donner le privé, c'est autre chose. Je cherche dans ce qu'il y a de ce qui m'a traversée. Je suis traversée par des choses extrêmement, généralement, plutôt simples, voilà, en général. Mais dans ces expériences de la vie, de trouver, d'extraire en quelque sorte quelque chose, une vérité sensible, quelque chose qui soit... Si vous voulez, moi j'avais une définition pour ça. Le jeu, JE, que j'emploie, c'est pas un jeu personnel, c'est plutôt un jeu transpersonnel. Donc, et même et de trouver dans ce qu'il y a sans doute de personnel quelque chose qui soit plus... alors, universel, c'est difficile d'employer le terme universel parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de véritable universel. Hein, mais du moins, ce qu'il peut y avoir de commun avec une partie des gens. Voilà. Oui. Vous écriviez toujours dans l'événement, je crois que ça va être vraiment le livre de référence, mais je pense qu'il y a beaucoup de liens entre les deux livres. En écrivant, je dois parfois renoncer au lyrisme de la colère ou de la douleur, car le bouleversement que j'éprouve en revoyant ces images n'a rien à voir avec ce que je ressentais alors. C'est seulement une émotion d'écriture, je veux dire qui permet l'écriture et en constitue le signe de vérité. De quoi devez-vous vous méfier en écrivant ? Là, sur l'expression de l'affectivité, je crois que c'est cela. Ou encore oui, il faut, voilà, je ne sais pas, vous avez cité tout à l'heure, rester au-dessous de la littérature, oui. Effectivement, c'est ça que je veux dire, parce qu'il y a ne pas faire de la littérature, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire montrer les signes de l'émotion. Alors que la plupart du temps, dans la vie, ce qui vous frappe, c'est la surprise, c'est la stupeur. Moi, c'est plutôt la stupeur, c'est à moi que ça arrive. C'est curieux, c'est à moi que ça arrive. Comment c'est possible que ça m'arrive à moi ? Et donc, il n'y a pas de... Il faut pas surexposer, en quelque sorte. C'est ça que je veux dire. Mais en général, maintenant, c'est pas une tentation, non. C'est pas une très grande tentation. Qu'est-ce que vous éprouvez quand vous avez la sensation d'avoir bien écrit ? Une forme de contentement. Moi, j'aime bien ce mot contentement. Ouais. C'est-à-dire, j'ai fait ce que je voulais, ce que je pensais, voilà. Mais ça, c'est pour moi. Mais je ne sais pas du tout comment ça sera lu, hein. Voilà. Parce que là, en revanche, j'ai toujours vraiment une grande incertitude. Je ne dis pas inquiétude, mais incertitude sur la réaction des lecteurs. Voilà, oui, bien sûr. Alors les autres, justement, les autres qu'on a croisés, ceux qu'on a choisi d'aimer, ceux qui n'ont pas voulu nous connaître, ceux qui ont fait irruption,
ce par qui on a été traversé. Écrire la vie, c'est forcément aussi dessiner des portraits, donner sa version des faits dans des histoires qui en engagent d'autres. C'est très frappant dans le livre Mémoire de fille, puisque vous usez d'initiales. Comment vous débrouillez-vous, Annie Ernaux, avec le droit à dévoiler les autres ? Oui, alors ça, c'était la question dans Mémoire de fille. Il y a cette, à la fois, là, c'était très particulier parce qu'il est évident que je pouvais avoir, d'ailleurs je le dis à un moment, en voyant une photo, la photo de H devenu un monsieur respectable avec une grande famille, sur une photo de noces d'or, oui, sur Internet. Et alors ce choc évidemment de voir cet homme que j'ai vu qui avait 22 ans et qui doit en avoir maintenant, quand j'ai regardé, il devait en avoir 76, quoi. Et donc, il y a cette fascination, etc., et de se dire, et alors tous les sentiments qui me traversent, c'est-à-dire, je suis effrayée de voir toute cette famille, enfants, les grands-enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, peut-être, je ne sais pas, mais il y a une foule, quoi. Et d'un seul coup, je me rends compte que je suis en train d'écrire. Ils ne savent pas. Ils ne savent rien. Et je me sens comme une criminelle, bien tapie dans mon bureau. Mais je sais aussi que je ne vais pas dévoiler son identité. Mais il y a c'est quelque chose d'immense. C'est quelque chose de vraiment... Et en même temps, j'ai un sentiment j'ai un sentiment que tout le monde me juge, qu'ils sont là, déjà, ils sont prêts à me tomber dessus. Et c'est une étrange sensation. Et puis, je vois toute cette... Et moi, je me sens très seule, brusquement aussi. Je me sens très, très seule, alors que, comme j'utilise cette phrase de Dostoïevski dans Mon souterrain, il dit... ils sont tous, voilà, ils sont tous. Et moi, je suis seule et ils sont tous. Mais en même temps, je dis, oui, mais moi, je me souviens, et c'est moi qui ai écrit. Et c'est moi qui ai écrit. Et là, je renverse et il y a ce sentiment de c'est moi qui vais déployer quelque chose et je vais garder l'anonymat pour cet homme, le maximum de voile là-dessus, mais il n'empêche, ça va exister. C'est moi qui mets au jour, c'est moi qui fais exister quelque chose qui lui donne une autre portée. Et voilà, donc il y a ce jeu, bien sûr, avec le vivant. Il y a le jeu avec le vivant. Et en même temps, tout au début du livre, je dis... je regarde sur Internet s'ils vivent toujours, certains, si je peux les trouver et tout. Et parce que je me dis que j'ai besoin d'écrire aussi en sachant cela, qu'au fond, d'écrire quand les gens sont disparus, etc., au fond, c'est sans risque, quoi. Voilà, donc il y a ça. Mais en même temps, je sais que je ne vais pas les dévoiler. Oui, c'est ça, vous avez besoin de retrouver un peu le nom de ceux qui ont à l'époque été les spectateurs de votre indignité. Oui, indignité, voilà. Alors, d'une certaine manière, on peut dire que vous en avez parlé énormément, mais toute votre œuvre puise dans la honte. La honte, Annie Ernaux, est-ce qu'elle exerce le même pouvoir sur vous à 70 ans qu'à l'époque des armoires vides, par exemple ? Attendez, là, je ne suis pas sûre de comprendre vraiment la question. Vous voulez dire que ce n'est pas la même honte Est-ce qu'elle exerce le même pouvoir sur l'écriture aujourd'hui qu'à l'époque des armoires vides, où elle était plus explicitement Oui, mais évidemment, les armoires vides sont le livre quand même fondateur. C'est le livre, c'est le livre de la mise au jour,
de la honte sociale, aussi de la déchirure sociale, évidemment, entre le monde d'origine et le monde dans lequel j'étais parvenue, le monde intellectuel, le monde où, comme je dirais plus tard, où l'on parle bien, où l'on peut parler avec le bon français et on peut avoir des conversations sur des livres, des films, etc. Et pas du tout le monde de mon enfance, le monde populaire, ouvrier, petit commerçant. Et donc cette honte des origines, mais en même temps la honte de la honte, parce que j'avais honte d'avoir honte de mon milieu d'origine. Tout cela, c'est le livre qui va tout exposer, mais évidemment, ça n'a plus. Disons que aussi d'avoir écrit beaucoup dessus, puisque j'ai écrit aussi un autre livre qui s'appelle La honte, carrément, fait que sans doute je n'ai plus le même désir de revenir au fond là-dessus. Hein, oui, je crois. Oui. Alors c'est évidemment un livre qui engage singulièrement le temps. Une grande partie de votre être est constamment tournée, enfin se nourrit énormément du passé. En 1999, vous écriviez « Plus je vieillis, plus j'essaye d'atteindre ces choses anciennes, ces lieux disparus. Donc cette autre vie qui est derrière et que tout le monde croit devant. » À partir de quel événement, de quel constat, de quel âge fait-on ce constat que l'on est passé de l'autre côté, Annie Ernaux ? Je crois que ça dépend ça dépend des circonstances, mais disons que moi, ça s'est commencé, je pense, à 45 ans, quoi. Voilà, c'est à peu près ça. Alors, pour tout simplement, parce qu'il se trouve que j'ai 2 fils et que je ne peux pas, à cause de cette descendance, je vois cela avec d'autres femmes qui ont choisi de ne pas avoir de descendance ou même des hommes. Il y a une différence, c'est que on les voit grandir, on les voit devenir des hommes. Et évidemment, donc, ça me situe dans un âge, dans une époque, de façon beaucoup plus aiguë, visible, voilà, beaucoup plus sensible. Et j'opposerais d'une façon différente, c'est que quand j'étais professeure dans l'enseignement normal, avec les élèves qui étaient toujours, en revanche, se sentir toujours jeunes. Ça avait un côté, de pas avoir d'âge, quoi, finalement. Alors qu'avec, et c'est donc, je crois, vers 45 ans, puisque c'est à ce moment-là que je commence d'ailleurs à vouloir écrire le livre Les années. Ah oui, c'est vraiment là. C'est le premier essai et là. Alors, l'heure file, mais j'avais quand même vraiment encore envie d'aborder un point très important, évidemment, de votre travail, c'est la question de la réception. Puisque dans un très beau livre qui s'appelait Journal du dehors, vous citiez Jean-Jacques Rousseau en préface qui disait ceci, notre vrai moi n'est pas tout entier en nous. Ouais. Et dans Mémoire de fille, vous citez un certain nombre de films. Alors vous avez déjà cité Después de Lucia, mais il y avait aussi Vanda, Super du genre Manhattan, de Barbara Le Den. Vraiment magnifique. Oui, magnifique. La fille à la valise. La fille à la valise, oui, qui est un film italien. Ouais. J'oublie toujours le nom du réalisateur, mais. Oui, moi aussi. Zurlini, je crois. Oui, c'est ça, Zurlini. Je parle aussi de peut-être Sous perdu dans Manhattan. Oui. Et vous citez aussi Poussière de Raymond Goeman, que je prends beaucoup de plaisir à citer ce soir parce que c'est un livre absolument magnifique. Magnifique, voilà. J'avais envie de vous poser la question, voilà, comment est-ce que vous expliquez que vos livres ont un tel effet
de consolation et de révélation à soi, de la même manière que vous avez pu vous reconnaître dans ces films que vous citez comme une sorte de miroir qui vous est tendu tout à coup. Je pense que vos livres, je pense que vous oui, en avez mais conscience. moi, je peux pas dire, je peux pas me mettre à distance et parler à la place des lecteurs ou des lectrices qui se reconnaissent. Mais effectivement, il y a mon vrai moi, comme dit Rousseau, c'est une phrase pour moi magnifique, il n'est pas tout entier en nous. Donc, il est effectivement, nous ne sommes pas des monades, c'est-à-dire nous ne sommes pas des individus seuls au monde. Et ce qui explique mon parti pris aussi d'écriture, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il n'est jamais question de quelqu'un qui serait dans un monde, d'abord qui serait un jeu, que ça partirait d'un moi très, très fort, etc. Mais c'est toujours situé dans un contexte historique et un contexte social. Voilà. Et donc, on est en fait, nous sommes en lien tous les uns avec les autres. Enfin, même sans l'éprouver vraiment, mais par exemple, dans ce moment où nous sommes, sans doute que nous n'avons pas en tête le monde entier, mais nous sommes tout de même dans un monde qui est marqué par certains événements dont nous nous apercevrons dans 10 ans ou même moins, comment il pouvait avoir de l'importance, etc. Mais même, nous y pensons. Et ces liens que nous avons avec les autres, je les ressens, je les ai toujours d'une certaine façon ressentis. Mais à l'intérieur des livres, c'est-à-dire il y a des livres où on a l'impression que c'est effectivement, ils vous happent. C'est que d'un seul coup, on est dans le livre où c'est soi, quoi. Il y a un échange tel que on a l'impression d'un miroir. Effectivement, c'est une sorte de miroir et c'est très troublant. Et donc là, je parle des films. Donc effectivement, La fille à la valise. J'ai parlé aussi du film de Brigitte Bardot. J'oublie le titre là d'un seul coup. Et puis du film de Vanda, c'est que d'un seul coup, c'est un grand trouble. J'ai l'impression que à l'intérieur de moi, c'est la fille de 58 qui est en train de ressurgir. C'est celle-là qui réagit à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on est venu m'arracher. Le livre m'arrache à moi-même. Et voilà. Et donc, c'est un effet évidemment très puissant. Ouais. Alors, peut-être dernière question déjà. Vous écrivez dans Mémoire de fille, souvent je suis traversée par la pensée que je pourrais mourir à la fin de mon livre. Est-ce que la mort est devenue l'horizon de l'écriture pour vous aujourd'hui ? Il a toujours été un peu... c'est-à-dire, j'ai toujours eu peur, je me souviens très très bien de l'avoir dit, au cours d'un entretien, un entretien que j'ai eu après le premier livre publié, Les armoires vides, expliquant que oui, j'avais peur de mourir avant d'avoir fini mon livre. Donc c'est très ancien. Mais oui, évidemment, de plus en plus. Bien entendu, de plus en plus, car si effectivement l'idée de mourir à 32 ans, c'est une hypothèse, il est certain que quand on a plus de 70 ans, ça devient plus quelque chose de possible. Et puis de toute façon, c'est pas qu'une possibilité. Si ça n'était qu'une possibilité, c'est une certitude. Voilà. Donc, un jour, voilà, quand on écrit, c'est quelque chose qui marque assez, parce que ce dernier livre interrompu, ça a quelque chose de savoir quel est ce dernier livre qui sera interrompu. Voilà.
parce que c'est sûr. Est-ce que, c'est vraiment la toute dernière question, si réussir, c'est réussir sa singularité, est-ce que vous avez la sensation d'avoir réussi, Annie Ernaux? Ah, j'aime pas trop ça, réussir sa singularité. Non, je ne me reconnais pas là-dedans. Non, c'est simplement, j'ai réalisé le désir d'écrire. Je l'ai réalisé et c'est vrai que pleinement, c'est-à-dire dans la mesure où mes livres ont eu des lecteurs. Voilà, et oui, c'est ça. C'est ce sentiment voilà, j'ai l'impression quand même d'avoir fait quelque chose. Et oui, mais ça, c'est important. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci vraiment. Je suis vraiment très touchée par votre accueil, par vos réactions. Voilà. Merci infiniment, vraiment.